On a souvent l'habitude de voir des ours blancs tout mignons sur une boîte de jeu ou des petits macareux adorables et de s'attendre à une promenade apaisante. C'est clair, l'esthétique est super trompeuse. Totalement. En rassemblant nos notes de test et la version finale de notre article qui vient tout juste d'être publié sur Borealis, la réalité c'est plutôt un cerveau en surchauffe en pleine tempête de neige. Ouais, on est loin de la balade tranquille. Du coup, l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de déballer tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi dans notre article on a fini par attribuer la note parfaite de 5 sur 5 à ce jeu de Darius Schminder. Pourquoi cette apparence si familiale cache une mécanique arctique aussi redoutable? En fait, il faut vraiment chercher sous la glace des illustrations pour le comprendre. Parce que ce qui se révèle, c'est une mécanique d'une exigence impitoyable. Et le truc fou, c'est que ça repose sur seulement 2 actions possibles à chaque tour. Seulement 2, ouais? L'observation ou le regroupement. Exactement. L'observation, pour le coup, c'est super instinctif. On joue une carte de sa main pour marquer des points et on déplace ces petits scientifiques en bois sur le plateau en suivant les flèches. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Mais alors, le regroupement, c'est passionnant. C'est un peu comme ranger frénétiquement son salon 5 minutes avant que les invités arrivent. C'est une super métaphore. On reprend toutes ces cartes en main, on rassemble ces scientifiques éparpillés sur un seul campement. Sur le moment, on a vraiment l'impression de faire un pas en arrière et de perdre un tour précieux, quoi. Oui, parce que l'intuition nous pousse toujours à vouloir avancer. On veut faire des points tout de suite. Pourtant, accepter de marquer une pause pour se regrouper, c'est une préparation stratégique indispensable. Pour pouvoir frapper plus fort après. C'est ça. D'ailleurs, c'est un principe qui résonne au-delà du jeu de plateau. Il faut parfois savoir reculer pour observer la situation globale. Et ici, ça permet de concentrer toutes ses forces pour déclencher un combo massif au tour suivant. Et c'est vital de planifier ça. Ah oui, je suis complètement convaincue que c'est le cœur du jeu. Chaque carte est un vrai couteau suisse, mais implique un compromis brutal. Jouer un phoque, par exemple. Le fameux phoque. Ouais, ça permet de gagner rapidement des points, mais c'est l'équivalent de prendre un prêt à un taux d'intérêt exorbitant. On obtient ce qu'on veut dans l'immédiat, mais les mouvements obligatoires coûtent super cher sur le long terme. La facture finit inévitablement par tomber. Obtenir ces points, c'est accepter des contraintes de placement ou de déplacer ses scientifiques dans des directions qu'on ne voulait pas du tout prendre. Exactement. Et glisser vers le mauvais campement à cause d'une flèche, ça veut dire qu'on n'aura probablement pas les bonnes icônes pour le tour suivant. Un gain rapide qui se transforme en gros piège stratégique. C'est tout à fait ça. Et justement, puisque ce casse-tête personnel demande une concentration extrême, souvent le nez plongé dans ses propres cartes, j'avoue que lors de la rédaction de notre article, ça m'a un peu inquiété. Sur l'interaction entre les joueurs ? Ouais, si on passe son temps à calculer ses propres mouvements sans jamais pouvoir bloquer l'autre ou lui voler des ressources, on s'ennuie pas un peu, non? Un jeu sans conflit direct, des fois c'est juste un solitaire joué en parallèle. C'est une critique fréquente, oui. Mais c'est pour ça que l'interaction dans Borealis se fait en moufle. On moufle, j'aime bien l'expression. Elle est très indirecte, mais elle est omniprésente à travers le tempo. Le tempo global de la partie, en fait, il est dicté par la vitesse d'exécution de tout le monde autour de la table. Donc si quelqu'un s'approche d'un objectif lucratif, on doit se dépêcher. Exactement. Ça force tous les autres à précipiter leur plan pour pas rester sur la touche. C'est une tension vachement plus psychologique que physique, du coup. C'est le mot. Le seul gros bémol, c'est qu'à 4 joueurs, cette tension, elle s'effondre. Ah oui, on l'a bien souligné dans notre article. Le fameux jeu vaisselle. Grave. L'analyse des coûts devient tellement longue et minutieuse pour chaque personne qu'on a littéralement le temps d'aller laver des assiettes dans la cuisine entre 2 tours. C'est pour ça qu'à 2 joueurs, c'est vraiment la configuration optimale. Sans hésitation. Ça devient un duel tactique nerveux, d'une précision chirurgicale. Ça assume d'être une pure course d'optimisation plutôt qu'une guerre de territoire. Et c'est d'ailleurs pour pallier ce manque de confrontation qu'on a inclus dans notre article cette petite variante solo maison. La banquise avance, ouais. C'est ça. En faisant expirer les objectifs avec un minuteur artificiel, ça force des décisions ultra rapides sans dénaturer la mécanique de base. C'est un excellent ajout. Le verdict de notre article reste donc très ferme. Borelvias mérite amplement son 5 sur 5. C'est un vrai chef-d'œuvre de concision. Un format compact, super fluide et surtout sans la moindre règle indigeste. Ce qui soulève quand même une réflexion finale fascinante sur l'industrie du jeu aujourd'hui. Si un jeu qui propose que 2 actions arrive à générer autant de profondeur stratégique, les gros jeux dits experts avec leur manuel de 40 pages, ils en font pas un peu trop ? Et avec leurs kilos de figurines en plastique en plus. Voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas parfois en train de compenser un cruel manque d'élégance mécanique par une simple surcharge de règles ?
C'est une excellente réflexion à méditer longuement en regardant l'horizon sur la banquise. Mais attention, même pendant cette méditation, il faut rester sur ses gardes. Ce petit macareux à l'air innocent est probablement déjà en train de saboter le plan parfait que vous aviez prévu pour les 3 prochains tours.